Shefferville, 24 juin 1983. Nous sommes entrés dans ce petit village enfoui dans la toundra québécoise pour assister au feu de la Saint-Jean le dernier, une occasion rêvée pour les Sheffervillois de se rassembler encore une fois avant de se quitter. Historiquement, c'est ici, en 1947, que la décision fut prise d'exploiter 417 millions de tonnes de minerai de fer en réserve. En 1954, inauguration du chemin de fer reliant cette île à Shefferville. Shefferville s'érige donc, ainsi nommé en l'honneur de Monseigneur Sheffer, évêque du Labrador. Le Québec se lance donc dans le développement nordique. 4000 hommes blancs et autochtones y vivront l'aventure du Nouveau-Québec. Septembre 1978, l'Iron Ore réévalue sa rentabilité à long terme. Sa dette atteint 300 millions de dollars. Le minerai de fer de Shefferville devient trop difficile à exploiter. Sa qualité ne correspond plus aux besoins du marché international. Novembre 82, l'IOC décide de cesser ses opérations à Shefferville. Suivra la commission parlementaire, dernier spectacle officiel, dernière justification. Brian Mulroney termine son mandat de président de l'IOC. La course à la chefferie du Parti conservateur est proche. Depuis ce temps, la ville n'a cessé de se vider. Il ne restera à la fin de l'été qu'une centaine de Blancs assurant les services essentiels, hôpital, école, aéroport, poste et municipalités, au profit des 800 montagnais et nascapis qui y vivront. Nous avons donc rencontré ceux qui partent, qui restent ou même qui arrivent à Shefferville. Voici leur témoignage. Vous, est-ce que vous restez, madame, ici à Shefferville ou ici vous quittez? Non, je quitte. Ça fait 27 ans que je suis ici, puis là, je suis mon mari. Qu'est-ce que ça vous fait au cœur? C'est difficile de penser que tu es obligé de t'en aller après si longtemps. Mais là, tout le monde s'en va. Quand tu regardes les maisons en ville qui sont toutes fermées, du bois partout dans les fenêtres, ben tu te dis, ben... Mais c'est plus que ça, c'est tout un déracinement aussi, j'ai l'impression. Oui, pour mes enfants aussi. Des relations aussi avec les gens. C'est très difficile. Parce que là, tu sais pas, on ne sait même pas ce qu'on s'en va encore. Vous n'avez aucune idée? Aucune idée. J'attends de savoir. Là, mon mari est descendu pour une entrevue. Ça sera peut-être là, ça sera peut-être ailleurs, probablement ailleurs. Votre mari, lui, qu'est-ce qu'il fait comme métier? Il est directeur à l'école. À l'école ici? Il a été licencié d'ici ou... Oui. Quand les Indiens ont pris la charge de l'école, ça s'en va fédéral. Ça fait qu'ici, il ne restera plus beaucoup de blancs. Pas beaucoup de professeurs blancs non plus. Vous autres, des enfants, est-ce qu'il y en a parmi vous qui restent, qui est resté, ou bien est-ce que vous partez tous? On part tous. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait de partir? Ben, il me fait rien. Quand ça fait 3 ans que t'es ici. Vous content, ou bien est-ce que vous êtes malheureux? Malheureux. Les deux pêcheurs, Alors, vous suivez vos parents, évidemment, mais dans quel coin vous allez, là, du Québec? Est-ce que vous avez une idée? Non. Toi, tu sais pas encore. Ah, je sais pas. Pendant ce temps, chez les Durettes, on célèbre un souper en l'honneur de la famille Faubert. Celle-ci quittera Shefferville dans les 24 heures. Moment choisi pour rassembler les souvenirs les plus mémorables et pour émettre des idées sur ce que devient petit à petit les villes nordiques. Mais d'après moi, les villes nordiques, là, telles qu'il y a 25 ans, d'après moi, c'est révolu. Là, l'avenir, là, je sais pas, peut-être je peux me tromper, mais c'est l'histoire des roulottes. Comme ils font en Belgium, puis bon, ils t'installent 2 gars dans une roulotte, ils te montent là, tu vas travailler là 60 jours, puis après ça, ils t'envoient chez vous pendant 10 jours, puis tant et aussi longtemps que ça va durer. La Belgium, ça a duré quoi, 10 ans, 15 ans? Manic a duré à peu près 10 ans, 15 ans. Ben ici, comme on est, comme nous autres à Shefferville ici, maintenant c'est fermé, on lâche pas nous autres les Indiens. Peut-être l'année prochaine, l'année prochaine là, nous autres peut-être qu'on va être la seule des Indiens, tu sais, aux montagnais. Bien, on va fêter ça à la réserve, puis ici, à Fond du Monde, c'est gênant! As-tu des projets, toi?
As-tu des projets? Ah oui, tout le monde, il y a des projets. C'est quoi des projets? Ben, Faire des enfants? non. Ben oui, il doit... Ouais, oui, et elle veut parler, là. Avec la fermeture de l'IOC et l'exode des Blancs, les vieux montagnais songent à retourner aux sources et transmettre aux jeunes leurs valeurs traditionnelles. Inno Jinchakatuten Chameskna Inno Jinchakatuten Techaiten Inno Jinchakachotman. Cependant, à la radio communautaire montagnaise, les plus vulnérables qui, depuis les 30 dernières années, se sont vus transmettre des valeurs qui ne sont pas les leurs, expriment leur inquiétude. Ce que l'intervenant, lui, ce qu'il dit, ça va être très difficile, disons, pour les Indiens, si les Blancs s'en vont, là, ça va être très difficile pour les Indiens parce qu'on n'a pas de compétences présentement pour faire fonctionner, disons, les divers services qu'il y a à l'intérieur des réserves. C'est ça qui a peur un peu. C'est surtout, il pense que ce qu'il dit, c'est très important. C'est très important pour les montagnards concernant les services, qu'il y a des Blancs qui peuvent faire fonctionner les services, les différents services qui existent. Parce qu'il dit on n'a pas vraiment de personnes ressources. Aussi, ce qu'il trouve important, c'est que ces enfants, ils ne peuvent plus retourner à la chasse. T'sais. Il dit, je ne sais pas, moi je l'ai vu il y a peut-être 45 ans, les gars. J'ai pas vu toute la technique de la chasse. Il n'a pas appris tout. Puis même ses enfants, il dit, je peux pas leur montrer à mes enfants les techniques traditionnelles. Puis en général, avec tous les intervenants que vous avez eus depuis le début de la veillée, là, les montagnais filent comment? Là? Ils sentent comment devant la situation? La plupart, jusqu'à tous les intervenants qu'on a eus, c'était peut-être un intervenant qui était plus inquiet que d'autres, mais les autres, ils ont dit, on va rester ici, on va s'unir pour pouvoir conserver notre village et notre territoire. Afin de marquer davantage l'histoire de Schefferville, en ce 24 juin, les organisateurs de la fête montent 2 pièces de théâtre dont l'une s'intitule « Une brosse de Jean Barbeau ». L'histoire de 2 jeunes chômeurs qui attendent désespérément un emploi. Les journaliers en mal de leur nuit. Les cahiers, c'est pas ça. La compagnie. Ah non, par exemple. C'est pas ça. Si, je fais. On les hait, les compagnies. Toutes les compagnies. GM, GI, GE, GT, GO, GW. Non, je ne dis pas. Je fais une indigestion de grosses compagnies.
comédiens Serge Thibault et François Durette, cette pièce reflète l'état socio-économique dans lequel plusieurs jeunes de leur génération se retrouvent. Ils rendent un jugement sévère sur le départ des Blancs de Shefferville. Si on est quoi, 200-300 encore, là? Ça s'en va, là, tout cet été, là. Un coup de 3-4 ménages par semaine, 3-4 vannes par semaine, 2-3 ménages dans les vannes, tu sais. Si on serait encore 4000 qui pousseraient, là, on aurait bien plus de backup. Mais le monde sont tous sauvés. Ils ont eu peur. C'est ça le bobo. Si tout le monde, lors de l'annonce de la fermeture de Shefferville, serait regroupé, puis aurait exigé puis présenté des solutions de rechange, l'autre bord en haut, il aurait été obligé de plier. Ça, je déplore ça un petit peu. Le monde s'est fié un petit peu sur les mémoires qui ont été représentées, les idées qui ont été représentées, puis tout ça. Il y a eu un paquet d'idées, c'était fragmenté pas mal, tu sais, c'est une mosaïque d'idées qui... C'était des groupuscules, en fin de compte, qui présentaient ces idées-là. Mais moi, j'aurais pas vu ça comme ça. J'aurais vu une grosse idée générale appuyée par tout le monde. Mais là, c'est pas ça qui s'est passé. Tout le monde s'est dit, bon, ben, à quoi qu'on va avoir droit à cause de ça? Salut, Guy. On ira Oui, d'accord. Merci beaucoup. Salut, Paul. Les heureux gagnants. Ah, y aller? T'as mon adresse? Non, pas encore. Ben, prends-la tout de suite. Oui. Ben, on va le voir avoir Ben, bouche. je vais le voir avoir bouche. Passe par en avant. Tu vas avoir le temps? Olivier a 7 fermes de partir. Pas mal de peine de partir, là. Tout ça, il part de l'œil. Ah, ben, salut, hein? OK, salut. Salut bien. Allez. Salut. Hein? C'est ta mort. Il n'y a pas de danger, c'est Eric qui est plus là. Sûr, je comprends le monde qui sont partis. Il y en a qui se sont trouvés de l'ouvrage. Il y a des compagnies qui étaient montées ici pour engager du monde d'expérience. Puis il y en a beaucoup des vieux qui se sont placés. C'est ça, c'est là que ça a tout débarqué. C'est tout parti, ça. Le monde d'expérience qu'on avait ici dans n'importe quelle affaire. Mais comme tu disais tantôt, la relève est ici. Elle est là, elle est présente. Mais la relève, elle se pose des questions à tabarnouche. Parce que la relève n'a pas de ressources, n'a pas de connaissances. Pas beaucoup de connaissances. Ça s'en va. Malgré une diminution importante de sa population, Shefferville peut survivre. Car l'avenir du Québec-Labrador passe entre autres par l'occupation et le développement de son territoire nordique, dans ces mines que les géologues continuent d'explorer et dans cet écosystème que les scientifiques cherchent à mieux comprendre. Seuls ceux qui y restent contribueront à cette mise en valeur dont le Québec-Labrador a besoin. À cet égard, Shefferville demeure un avant-poste important. L'île d'Anticosti est le paradis du chasseur, un des rares endroits au monde où le succès de chasse est assuré. Pourtant, au siècle dernier, il n'y a pas un seul chevreuil sur l'île. Ils ont été introduits comme beaucoup d'autres animaux par un millionnaire excentrique qui avait décidé d'aménager sa propre arche de Noé. En
Anticosti, un pavé de calcaire couché à l'entrée du Saint-Laurent, entre la Gaspésie et la Côte-Nord. Des falaises escarpées tout autour, aucun havre naturel, à l'exception de quelques baies à chaque bout de l'île. Sur ce morceau de calcaire, une forêt coupée en brosses, sapins et épinettes blanches et noires. L'île est criblée de gouffres, de grottes et de cavernes. Patiemment, des rivières ont creusé de splendides canyons. En 1534, Jacques Cartier découvre l'île lors de son voyage à la recherche de l'Inde. Il lui donne le nom d'île Assomption. Mais ce n'est qu'en 1680 que l'île fut colonisée pour la première fois par Louis Joliette, qui reçut l'île en cadeau du roi Louis XIV pour sa découverte du Mississippi. Au 19e siècle, les marins surnomment Anticosti le cimetière du Golfe. Autour de l'île, à 3 pieds sous l'eau, s'étend une longue plateforme rocheuse. Les navires s'y écrasent, puis, balayés par des vents de 100 000 à l'heure, qui déforment et sculptent les arbres, rejoignent les autres épaves qui pourrissent lentement sur les rives d'Anticosti. Plus de 150 naufrages ont eu lieu sur ces côtes, l'un des endroits les plus dangereux au monde pour la navigation. Certains naufrages ont donné lieu à des scènes de cannibalisme. L'île a mauvaise réputation. L'un après l'autre, ses propriétaires font des plans grandioses pour l'exploiter. L'un après l'autre, ils échouent. À la fin du siècle dernier, seuls quelques Acadiens, Madelinots et Terre-Neuviens végètent sur l'île. L'île cherche un acheteur. Henri Meunier est un excentrique millionnaire français. Son empire comprend une chocolaterie, le somptueux château de Chenonceau-sur-la-Loire, en France, et 2 plantations de cacao au Nicaragua. Mais Henri Meunier cherche une île. Sur son luxueux yacht, Meunier parcourt les 5 océans en compagnie de son vieil ami Martin Zédé. Ce sportif cherche une île où il pourra chasser et pêcher en paix. Le 16 décembre 1895, dans une vente d'encan, Meunier achète pour 125 000 $ l'île d'Anticosti, la plus importante propriété privée au monde. Henri Meunier fera bâtir maisons, écoles, magasins, églises. Il fera même venir un prêtre. Il érigera au coût de 225 000 $, ici même, sur ses fondations, sa résidence, un merveilleux château d'une 30aine de pièces dont les plans auront été tracés par un ami intime à lui, Jean Sauvestre. Un superbe pavillon de chasse avec 30 chambres et une pièce secrète. C'est peut-être là qu'il mijote l'avenir de l'île. Propriétaire de tous les terrains et bâtiments, Meunier veut protéger la faune de l'île. Il oblige les habitants à suivre des règlements sévères. La chasse, la pêche, la possession d'armes à feu, l'alcool sont interdits. Il expulse même de l'île ceux qui résistent. Oui. C'était quoi la vie à l'époque de M. Meunier? Dans ce temps-là, nous autres, ben, je sais pas comment ce que les plus vieux diraient, mais moi, je trouvais que ça allait bien. Hein. Parce que M. Meunier, il était aimé. C'était pas lui qui dirigeait, c'est M. Martin Zédé. Hein. Est-ce que vous dites que M. Martin Zédé n'était pas aimé, lui? Non, il n'était pas beaucoup aimé, lui. Mais il était... Peut-être qu'il ne faisait pas exprès non plus, hein. Mais quand il y avait quelque chose au bureau, par exemple, il y a 2 de mes frères qui ont été chassés de l'île par des mauvais excentriques. Mentis. Le millionnaire crée un village, Port-Meunier, avec de curieuses maisons alignées à la française le long de la baie. Il installe le téléphone, l'électricité, fait venir une locomotive. Il met sur pied des fermes communautaires, 3 scieries, et bâtit le plus long quai du Canada. Meunier contrôle tout. Il imprime même ses propres billets de banque. Il offre des concerts, des fanfares, des pièces de théâtre et même des Olympiades. Meunier a les mains libres et la main d'œuvre.
L'arche est prête avec ses gardiens et n'attend que les animaux. C'est nouveau pour eux autres d'avoir une compagnie ici, pas une compagnie, mais avoir un homme qui a acheté l'île puis qui travaillait pour eux autres. Il n'avait jamais travaillé, à part que pour eux autres, dans les jardins, puis la pêche, puis ces affaires-là. Hein. À l'arrivée de Meunier, l'ours noir, le renard, la martre, la loutre et la souris des bois sont les seuls mammifères d'Anticosti. Meunier utilise la publicité dans les journaux pour acheter la faune de l'Amérique du Nord. Bientôt arrivent des chevreuils, des orignaux, des bisons, des wapitis, des castors, 600 lièvres d'Amérique, 2 visons, 2 pécans, etc. Il lâche des grenouilles pour venir à bout des moustiques. Le chevreuil, si l'on réussit à avoir du chevreuil sur l'île, ben merci à M. Meunier. Puis les gens de l'île comptaient que M. Meunier leur disait comment faire, puis pas gaspiller le chevreuil, puis c'est venu, il y en avait, c'est épouvantable. Prenez comme le gibier sauvage ici, l'outarde, là. Ben, je suis certain qu'un homme aurait parti de terre pour aller au large sur le quai, puis se tuer un canard à la roche, tellement il y en avait. Puis il nous regardait passer, puis il ne se sauvait pas. Mais après que la compagnie a été prise, ben, c'est attendu, on était bien avec la compagnie. On était libre, puis on avait des armes, on n'avait pas le temps de M. Meunier. Lorsqu'il découvre que les chiens nuisent aux chevreuils, il n'hésite pas à les abattre. Sans ennemi naturel, le chevreuil prolifère. Les conditions particulières qui prévalent sur Anticosti font qu'il est difficile pour certaines espèces de survivre dans un nouveau milieu. Certaines s'adaptent, d'autres pas. C'est pas du tout son habitat naturel, le cerf de Virginie. C'est pour ça que toutes les études... Mais il réussit à survivre à travers Oui, oui. Il s'est adapté. L'habitat s'est adapté et lui s'est adapté. Il n'y a jamais un biologiste qui connaît le chevreuil nulle part dans le monde qui aurait dit au départ, il faut amener du chevreuil ici. C'est pas un habitat chevreuil du tout, du tout. Alors c'est pour ça que toutes les études qui sont ici par le gouvernement et par les universités, on part à zéro, on part à rien, c'est nouveau.